Dérèglement climatique, essor politique des extrêmes, société orwellienne, fanatisme et autres joyeusetés. Depuis quelques années s'impose de plus en plus la sensation que malgré toutes sortes de mises en garde, qu'elles soient scientifiques, artistiques, politiques ou même citoyennes, les prophéties de la science-fiction sont en train de se réaliser. La SF est un genre qui, depuis ses balbutiements, a toujours imaginé d'autres réalités pour mieux parler de la nôtre, et en nous poussant à réfléchir au pire, peut-être bien qu'elle peut nous permettre de l'éviter. D'où aujourd'hui cette idée tenace. Vu l'évolution de la planète, est-ce que la science-fiction a échoué à nous faire réagir ? J'ai profité de ma présence au Festival des Intergalactiques de Lyon, il y a quelques temps, pour rencontrer quelques acteurs du monde de la SF, qu'ils soient auteurs ou chroniqueurs, et leur poser cette question volontairement naïve. Mais avant de se demander si la SF est à la hauteur de son rôle, déjà, c'est quoi exactement son rôle ? Elle a ce rôle de sensibilisation, ça c'est sûr. Quand on imagine le futur, quand on le fantasme, ou qu'au contraire on le rend plus sombre que ce qu'il ne va être. Elle ne fait pas que nous avertir, elle est aussi le témoin du temps qui passe, de son époque. Donc elle témoigne tout autant qu'elle avertit. Globalement, on va dire qu'il y a la SF qui nous promène, genre la Horde, du Contrevent, Damasio, j'en sais rien, Dune, Star Wars, Star Trek. Là, ça se passe ailleurs et demain, et ça nous permet de nous évader. Et puis il y a une SF qui est plus cyberpunk, la SF de proximité, où là, le boulot de l'auteur de SF, c'est d'aller voir dans nature, dans recherche, ce qui se passe dans les labos, ce qui se trame dedans, et de nous l'amener pour dire attention, dans 10 ou 20 ans, on va être mangé à cette sauce-là. Donc c'est un travail plus de prospective, de futurologie. C'est pas un message de la science-fiction, c'est beaucoup de messages différents. C'est une littérature de la possibilité, not de prédiction comme c'est. C'est aussi que la science-fiction est diverse, qu'elle n'apporte pas les mêmes choses aux mêmes personnes, que les gens n'ont pas tous les mêmes attentes par rapport à la science-fiction, et que si aujourd'hui elle est peut-être de plus en plus populaire sur certains de ses aspects, sur son aspect lanceuse d'alerte, j'allais pas dire elle est de moins en moins, je pense pas, mais elle stagne beaucoup. La SF recoupe donc pas mal de réalités différentes, par ses différents genres, ses intentions, la culture et l'époque dans laquelle elle naît, mais ce qui est sûr, c'est que son impact sur nos imaginaires, il est bien là. Quand tu dis que la société a une dérive orwellienne, par exemple, c'est là qu'on voit la science-fiction à fonctionner. Puisque tu emploies le terme orwellien, ça veut dire qu'Orwell il a réussi son coup qui consiste à donner des mots qu'on va poser sur les choses. Et une fois qu'on a posé les mots sur les choses, on commence à comprendre et là on peut envisager une solution. Donc là je dirais que la SF, c'est son job, c'est de poser des mots sur les problèmes. Donc là elle a parfaitement réussi. Par exemple, Le meilleur des mondes, il a beaucoup parlé de biotechnologie, mais ça a été écrit en 1931, il n'y avait même pas d'antibiotiques, quoi. Mais le fait que ça a eu beaucoup de succès avec beaucoup de gens qui l'ont lu, quand sont arrivées les biotechnologies, immédiatement le peuple citoyen s'est dit là il y a un souci, là il y a une angoisse et s'est très vite tourné vers la non-brevetabilité du vivant et un certain nombre de garde-fous qui à mon avis ont été nourris par notre réflexion de lecteur sur plusieurs décennies. Donc la SF a vraiment un rôle comme ça positif, mais il faut avoir le courage de la lire sachant qu'effectivement elle est souvent assez flippante. D'accord. C'est tout le paradoxe en fait. Alors que la SF est souvent catégorisée comme touchant un public de niche, en fait son influence elle va bien au-delà. Est-ce qu'on pourrait même dire qu'elle n'a jamais été aussi populaire qu'aujourd'hui ? Je pense qu'on reste sur l'étiquette SF avec un public particulier. Effectivement, ça existe, mais je pense qu'il faut faut casser le cadre. Et l'exemple de la série Walking Dead, par exemple, c'est quand même une des 2 plus grosses séries suivies aux États-Unis. Donc c'est pas que du public de fans de zombies. Et le fait que par exemple les Américains produisent énormément de séries post-apo, ce genre de choses, je pense que c'est simplement vraiment toute la société qui s'intéresse. Je demande aujourd'hui à n'importe qui dans la rue, tout le monde sait ce que c'est un zombie. La petite grand-mère avec son cabas où ça a vraiment crevé son espace initial et ça a pris du sens. Aujourd'hui, même si la science-fiction elle a acquis certaines lettres de noblesse, notamment en littérature, un petit peu moins au cinéma, j'ai le sentiment, et bon, ne parlons même pas du jeu vidéo, elle s'adresse effectivement à un public d'initiés qui eux vont intellectualiser la chose et vont en fait être aussi des lanceurs d'alerte, on va dire. Et il y a quand même une grande majorité de gens qui au final ont une sensibilité science-fiction, mais peut-être pas sur cet aspect chien de garde, lanceuse d'alerte qu'elle a. Ils vont plus être dans l'aspect divertissement, voilà exactement. Mais l'important, quand on veut changer le monde, c'est justement de toucher le grand public. Et c'est là la problématique, c'est que, ok, le grand public va regarder Les Gardiens de la Galaxie, mais est-ce que beaucoup de gens ont regardé Children of Men ?
bon, il y en a, mais moins aussi. Et peut-être qu'il y a des gens qui auraient besoin de voir ce film aussi pour réfléchir. Ah tiens, où va le monde, ça suppose quoi de procréer, d'amener des enfants dans ce monde Ceci étant dit, l'explosion des ventes du 1984 d'Orwell lors de l'élection de Donald Trump l'a prouvé à nouveau. Beaucoup de gens continuent de se tourner vers la SF pour trouver des réponses. Sauf que forcément, elles n'ont rien de simple. Et si certains messages sont intemporels, d'autres au contraire restent avant tout liés à leur époque. A book like 1984 was very useful for raising awareness of the emergence of communism and how a tyranny actually functions. The age we live in is no longer, 1984 is no longer relevant in educating us because the tyranny of today is not about the domination of culture by a single message as it was in that book. It's more about swamping the message. Alors bien sûr, les enjeux de l'humanité restent grosso modo les mêmes, mais dans un monde qui se complexifie constamment, ils se manifestent d'une nouvelle manière, en étant notamment noyés dans des flux d'informations de plus en plus difficiles à identifier. Alors je pense que la période, elle est particulière. Pendant les années de la guerre froide, donc des années 50 aux années 80, on a vécu essentiellement avec l'idée du péril de la guerre atomique. Les années 2000-2010, je pense que c'est tout un ensemble, tout un panel, tout un panorama, toute une série de risques d'effondrement. Ça peut être économique, ça peut être technique, technologique, il y a le réchauffement climatique, il y a vraiment tout un ensemble. Donc je pense qu'on n'a jamais vécu une période comme ça, on le sent. On ne sait pas par quel morceau les dominos vont chuter. Et du coup, ça a un impact sur une très forte production de fiction post-apo. Dans les années 2000-2010, on n'a jamais autant produit. We don't have heroes and villains in the same way anymore. It is very difficult in a postmodern age for us to determine what the centre is. The message is a lot more confused, and that makes even determining a personal political view of the world much more challenging, because every day when you walk around you're bombarded. We're gavaged with all these different ideas. Yes. And often these ideas are represented in one way and they're actually performing in a completely separate way. Ceci étant dit, il faut aussi se méfier des discours du déclin et ne pas voir l'apocalypse à chaque coin de rue. Parce que malgré l'urgence bien réelle de certains risques, peut-être qu'une partie de l'aggravement, on l'imagine comme pire que ce qu'il n'est réellement. Et que même si certains progrès ne vont pas assez vite à notre goût, ça ne veut pas forcément dire qu'ils n'existent pas. Au-delà du monde, est-ce que ça ne serait pas aussi notre perception du monde qui évolue? Avec un point de vue historique dans le dernier, je ne sais pas, 3, 4, 100 années, c'est une évolution positive de tout l'espace humain dans le monde. Alors d'abord, non, tu ne peux pas dire que le monde va plus mal, parce que ça c'est un truc de vieux. Ils ont les capteurs qui partent en sucette, et donc ils ont l'impression que le ciel est moins bleu, que la neige est moins blanche, mais c'est juste eux. Voilà. C'est parce que notre perception du monde, elle passe quand même par des flux d'informations. Les flux d'informations en général, c'est quand même des journalistes. Les journalistes, il faut qu'ils vendent, et si le journaliste essaye de faire la une sur un peuple heureux, les peuples heureux n'ont pas d'histoire, donc ça va juste pas vendre. Donc il y a une volonté anxiogène de la part de nos flux d'informations. C'est pour ça que c'est bien de se tourner aussi quelquefois vers les bonnes nouvelles. Donc il faut aussi se méfier de ce biais qui est un biais informatif qui fait qu'on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure. Là, on s'aventure sur des rivages qui dépassent largement la SF à proprement parler et qui méritent toutes sortes d'analyses à part entière. Donc pour en revenir au sujet, oui, une grande partie de la SF a tendance à être alarmiste. Mais c'est aussi pour une petite raison qu'on a un peu trop tendance à oublier. L'impératif de narration. Ben oui, parce que dans un récit où tout se passe bien, forcément, il n'y a pas grand-chose à raconter. Science fiction has very much been about representing a model of how we tell stories. And how we tell stories is very different from how the world actually is today. Personne, à mon avis, a créé une utopie qui marche très bien comme un drame. Tout est bien, ok, tout est bien. Et quoi? Mais alors, une vraie utopie en SF, ça n'existe pas? Déjà, petit 1, on s'ennuie s'il se passe rien, et petit 2, c'est l'être humain. Or, l'être humain, c'est un singe nu en colère. On le voit mal resté calme, ni avec lui-même, ni avec son environnement. Donc il y en a un qui a fait une super utopie, c'est Clifford Decimax, ça s'appelle Demain les chiens. Et la première chose qu'il a fait, déjà, il a jarté l'humanité. Entre chiens et ours et loups, ça se passe plutôt bien. Il a réussi à écrire une utopie. Bon, la prolifération de la SF et plus particulièrement du post-apo, c'est une chose. Mais avoir un impact sur les mentalités, c'en est une autre. Dans son monologue de Tomorrowland, le personnage de Hugh Laurie évoque l'inertie de l'espèce humaine, qui se résigne, par confort et dépit, à ne rien faire malgré toutes les mises en garde.
Pire, elle transforme l'imminence de l'apocalypse en divertissement. Et bien sûr, le parallèle avec la science-fiction est direct. Mais au final, j'y pense, même un film comme Le Jour d'après de Roland Emmerich, il essaye d'alerter un petit peu aussi, mais les gens ils regardent ça comme un film catastrophe et... On en attend peut-être trop de la SF, comme s'il pouvait fournir un mode d'emploi prémâché d'un claquement de doigts. I think that it might be overstating it to give science fiction that level of responsibility. Science fiction as an agent of change, I think, is not very effective. Le gros souci, c'est qu'on a toujours l'impression que quand on a compris, on a résolu. Ça, c'est un truc qui est notamment très américain. Là, j'ai passé des livres au film, mais dans pas mal de blockbusters américains. À partir du moment où il y a un trafic affreux, une situation abominable, menée par des malfrats, dès qu'on met au courant le peuple, hop, c'est résolu. Dans Blood Diamond, il y a Leonardo DiCaprio qui est à l'agonie et qui arrive à faire savoir au peuple américain que le trafic de diamants existe. Et donc, à partir du moment où Leonardo DiCaprio nous l'a dit, ça y est, c'est résolu. Alors en fait, pas du tout. Le trafic de diamants, il continue, parce que c'est pas le tout que le peuple le sache. Il faut derrière qu'il y ait une action politique. Or, le peuple, finalement, par rapport aux États et par rapport aux lobbies qui, genre, gagnent 2 fois par jour le PIB de l'Érythrée, il a très peu d'influence politique. Changer les choses, améliorer la société, même si la science-fiction va te donner des pistes de réflexion et pourquoi pas des solutions, ça te prend du temps, ça te prend de l'énergie. Et comme cette énergie, la société est faite de telle manière que tu dois la consacrer à tellement d'autres aspects de ta vie. J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ce choix de se consacrer à des causes, parce que en fait c'est un travail de tous les jours. Le véritable enjeu, ce ne sera donc pas l'impact de la science-fiction, mais plutôt l'absence d'une vraie prise de relais à grande échelle, malgré quelques touches d'espoir par-ci par-là. Que ce soit à cause du découragement dans une société qui a l'air de nous échapper de plus en plus, ou à l'inverse, un trop-plein de confiance, voire même d'indifférence, qui pousse à l'aveuglement politique. Some men just want to watch the world burn. En même temps, tu as des fictions qui vont partir sur la base que le monde aujourd'hui n'est pas réformable, que ce monde-là est en train de nous amener à la catastrophe parce qu'il ne veut pas être réformé, parce qu'il ne se pose pas de questions sur les problèmes par exemple de réchauffement climatique. On continue à produire des ressources, de l'énergie. Je pense qu'une partie des auteurs de ce type de fiction partent sur la base tabula rasa, et qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a jamais eu autant de mouvements décroissants, de solutions alternatives, de remonter de l'artisanat, de se débrouiller en sachant à nouveau faire l'agriculture. C'est aussi se préparer au monde de demain, donc il y a aussi des possibilités, et du coup la fiction, elle évoque ça. C'est donc bien sûr un faux procès de dire que la SF a échoué, parce que son effet est tout sauf quantifiable. Elle fait partie d'un tout, elle s'ancre au tissu des esprits, et elle se manifeste souvent de manière quasi inconsciente. Et dans un monde bourré de faux-semblants, où l'évolution des technologies peut autant permettre de brouiller le réel que de s'émanciper, eh bien son rôle, il pourrait bien être plus important que jamais. Il serait intéressant de voir si la science-fiction elle-même, est-ce qu'il n'y a pas non plus un aspect cyclique dans les littératures, dans le cinéma? Est-ce que à chaque fois, là aussi, à chaque moment où on arrive à un gap historique, la science-fiction elle-même n'est pas plus bouillonnante à ce moment-là? En fait, on en revient à l'éternel même moteur, l'action. Et là, ce n'est plus l'affaire de la SF, c'est l'affaire d'ici et maintenant, aussi complexe le monde soit-il. Et les clés de l'action, elles sont quelque part au milieu, dans le magma des idées, à la lisière d'une science-fiction plus que jamais proche de nous. Because now change comes exponentially, technology changes every year now. I think the near future brand of science fiction is going to become a lot more important. The stakes are here right now. We can destroy ourselves or we can transcend it. The future will look back on this century either as the century where everything was destroyed or where we made it. It's up to this century to decide what happens in the next million years.